Bonjour à toutes et à tous. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir pour cette nouvelle conférence du Fonds et de vous accueillir encore une fois très nombreux. Évidemment, je me réjouis forcément du succès de nos conférences. Et juste pour vous dire en quelques mots que celle-ci s'inscrit non pas dans le cycle habituel que nous avions engagé il y a quelques mois maintenant sur l'étude des comportements alimentaires, mais sur le parti qui a été pris à la fois par notre pôle débat, par notre conseil scientifique et notre conseil d'administration, de faire de temps en temps, de traiter de temps en temps des sujets qui justement ne se relient pas à ce fil rouge qui est l'étude des comportements. Alors aujourd'hui, on va parler des fabrications artisanales et industrielles, représentation et influence sur la perception du goût. J'ai envie de situer ce sujet dans une perspective un petit peu plus large, et cette perspective plus large est celle des modes de production des aliments. Alors, je préfère vous dire tout de suite qu'on ouvre ce sujet aujourd'hui, et je n'ai aucun espoir quant à notre capacité à le refermer, et à considérer qu'il sera clos après cette conférence de 2 heures. Pour une raison très simple, enfin pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est le fait qu'il a été ouvert, si ma mémoire est bonne, en 1996, au mois de mars. Vous voyez, ça fait 16 ans. Et pourquoi a-t-on ouvert ce sujet du mode de production des aliments avec finalement une acuité particulière qui finalement, depuis 16 ans, ne se dément pas? Par le simple fait qu'il y avait eu un événement qui a été assez déterminant et qui était celui de ce qu'on en a appelé la maladie de la vache folle. À la vérité, c'était un peu autre chose. C'était le fait qu'on découvrait collectivement, à la faveur, ou plutôt à l'occasion d'une déclaration du ministre de la Santé britannique, qu'un agent transmissible non conventionnel, qu'on a appelé la protéine prion, franchissait la barrière des espèces et se retrouvait chez l'homme au motif que l'on n'avait pas réalisé tous les traitements utiles sur les farines animales. Et donc, en quelque sorte, on révélait à la conscience collective et à l'opinion publique qu'il pouvait y avoir des problèmes d'élaboration des produits. Évidemment, vous savez tous que les aliments ne sont pas tout à fait des biens de consommation comme d'autres. Les sociologues nous ont largement éclairés depuis là-dessus, et les anthropologues aussi, bien sûr, et notamment parce qu'ils s'incorporent, et lorsqu'on incorpore un aliment, on incorpore à la fois des symboles, des croyances, enfin toute autre chose, ou très au-delà de la simple nourriture que l'on mange à un moment donné. Donc évidemment, il y a une acuité particulière autour de ces modes de production depuis 16 ans, et la vérité, c'est que ceux qui mettent en marché des aliments font tout ce qu'ils peuvent pour renseigner du mieux possible les consommateurs. Et je profite de cette occasion parce que finalement elle est rarement donnée, mais sachez et retenez qu'ils font tout pour agir en transparence et pour vous dire la vérité. Le principe de base des exploitants du secteur alimentaire, c'est de dire la vérité sur les pratiques. Alors après, évidemment, c'est compliqué pour eux. Pour quelles raisons? Parce qu'on a, pour l'alimentation, finalement, beaucoup moins de connaissances que de perception, que de ressentiment, que d'impression générale. Et pourquoi? Pour une raison aussi assez facile, ça n'est pas la seule, mais en tout cas elle existe et elle est réelle. C'est le fait que la démographie a été ce qu'elle a été. On a un mouvement depuis plusieurs décennies maintenant qui regroupe les gens sur des bassins de consommation très importants, comme par exemple celui dans lequel on se trouve, où il y a 11 millions, peut-être 12 millions maintenant de consommateurs. Et évidemment, ça n'est pas le lieu d'élaboration des aliments. Les aliments sont la plupart du temps élaborés en zone rurale, dans les territoires ruraux, et il y a un effet mécanique d'éloignement entre les zones d'élaboration et les zones de consommation. Donc en tant que tel, évidemment, ça crée, si vous n'avez pas vu faire ça tous les jours, vous avez des défauts, vous n'avez pas les connaissances requises, vous n'avez qu'une impression assez floue, finalement, des réalités de la production, qu'elle soit d'ailleurs artisanale comme industrielle. Alors, ce simple fait renvoie évidemment à des questionnements et renvoie à la maîtrise des perceptions, justement. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est
finalement, quelles sont les connotations, quelles sont les connaissances, quelles sont les images qui se rattachent à des mots, puisque l'immense majorité des consommateurs n'ont que des mots pour finalement avoir une impression ou une appréciation sur les conditions de production. Et dans ces mots, il y en a deux, on en a choisi deux aujourd'hui, qui se mettent d'ailleurs assez facilement en miroir, c'est l'artisanat et l'industrie, en quelque sorte, la fabrication artisanale d'une part, et en miroir, la fabrication industrielle. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment de voir quelles sont les représentations qui en découlent, et surtout parce que ce Fonds français pour l'alimentation et la santé que j'ai l'honneur de diriger se veut utile. Il veut que finalement de nos discussions, de nos conférences, se dégagent des solutions pratiques, concrètes, pour faire en sorte que finalement il y ait moins de cloisonnement entre deux univers qui ont évidemment vocation à vivre ensemble. C'est l'univers de la production et l'univers de la consommation, d'autre part. Donc voilà, si aujourd'hui on peut avancer un peu en matière de connaissance ou de meilleure compréhension des représentations et des influences, donc là on a mis la focale sur la perception du goût, on aurait pu le faire sur la perception de la sécurité, on aurait pu imaginer des tas d'autres sujets, il fallait bien en prendre un, notre temps est compté, nous n'avons pas beaucoup de temps justement, nous n'avons que 2 heures, et si déjà on fait un progrès sur on avance un peu sur finalement la compréhension collective de ces représentations autour de ces deux mots, eh bien je pense qu'on aura fait œuvre utile. Alors je ne m'attarderai pas davantage, je vais simplement passer la parole à Marielle Salvador-Pérignon, qui se présentera elle-même si elle le veut bien. Je ne la connais pas suffisamment pour le faire à sa place. Et en tout cas, je veux simplement vous dire que j'ai plaisir à l'accueillir et que, eh bien, écoutez, vous avez droit à une première fois, ce ne sera peut-être pas la dernière, en tout cas, les 2 heures qui viennent en dépendent. Merci beaucoup. Donc, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Et c'est vraiment un plaisir pour moi et un honneur d'être devant vous aujourd'hui pour vous exposer une partie des résultats de mes travaux issus d'un travail doctoral qui s'est terminé fin 2009. Donc, je suis aujourd'hui enseignant-chercheur au groupe École supérieure de commerce de Chambéry, qui a donc pour vocation de former des managers d'envergure internationale. Et l'ESC Chambéry a acquis et développé une expérience unique en France autour de l'économie de la montagne, des innovations touristiques et l'art de vivre. Et l'art de vivre dans lequel la gastronomie et le tourisme culinaire tiennent une place de choix. Donc moi, mon champ de recherche en marketing est plus tourné sur le comportement du consommateur et plus spécifiquement la consommation alimentaire dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, en fait, mon étude est partie d'un constat opérationnel relatif à la réussite de certaines marques et à l'étude de leur discours publicitaire, suscitant au final une question simple. Comment se fait-il que certaines marques industrielles résistent sur un marché extrêmement concurrentiel en tenant des discours artisanaux et quelle est du coup la place accordée aux produits artisanaux, aux véritables produits artisanaux. En fait, la caractéristique artisanale ou traditionnelle est devenue un véritable argument de vente aujourd'hui que l'on retrouve sur les packagings. Alors le camembert est désormais de campagne, votre purée en sachet façon presse purée. Et alors vous avez d'autres marques aussi qui utilisent des leviers, des ressorts, comme mettre une date, la date de création de la société. Poulain, par exemple, met en avant sur ses chocolats 1848, puisque Poulain est une des premières marques déposant en tant que telle en France, mais utilise depuis juste quelques années, met en avant depuis juste quelques années sa date. Maille et maître vinaigrier, nous dit-il, depuis 1747. Donc, ce sont des termes qui sont employés par les industries. Elles vieillissent leur emballage. Certaines marques mettent en avant aujourd'hui les prénoms des fondateurs. Je pense notamment à Panzani. Les pâtes Panzani sont devenues Giovanni Panzani. Donc tout ça pour avoir une certaine résonance dans l'esprit du consommateur. Alors, malgré tout, les industries, les marques ne font pas n'importe quoi, puisque
ces termes traditionnels, artisanal, tout ceci est strictement réglementé, hein, et pour preuve, dans les années 2000, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait un petit peu mis le holà sur certaines marques de chips qui mettaient en avant leurs chips à l'ancienne. Or, à l'ancienne, ça a résulté d'usages anciens répertoriés, ce qui n'était pas forcément le cas pour les chips. Donc, un certain nombre de marques ont fait des retours en arrière. Les marques utilisent des leviers comme le packaging, comme l'information sur les produits, mais en fin de compte ne connaissent pas tous les processus psychologiques que ces leviers vont engendrer dans l'esprit du consommateur. Or, selon nous, ces leviers devraient être utilisés avec précaution par les professionnels dans la mesure où ces leviers vont permettre l'inférence d'éléments spéculatifs sur le produit et notamment son goût. Alors l'inférence, c'est la construction de sens au-delà des informations données par un stimulus. Par exemple, vin vendangé à la main peut faire penser dans l'esprit du consommateur à un vin de qualité qui a bon goût. Donc on est au-delà de la stricte information, le consommateur peut inférer d'autres éléments spéculatifs sur le produit. Et puisque donc, cette caractéristique artisanale véhicule un imaginaire du goût qui se voudrait authentique, véritable, on s'est donc posé la question de savoir quelle était l'influence de cette caractéristique sur le goût, si elle en avait une d'ailleurs. On s'est aussi posé la question de savoir donc, si parler d'artisanal pour une marque qui ne l'est pas, est-ce que ça pouvait améliorer le goût perçu par les consommateurs. Mais donc pour répondre à ces questions, il nous a fallu au départ réfléchir ou en tout cas préciser la signification que recouvrent les termes de fabrication industrielle et artisanale. En effet, donc, il y a les recherches antérieures, donc en marketing, hein, puisque c'est mon domaine de recherche, ont permis de définir par exemple ce que c'était qu'un produit naturel. Donc un produit qui a subi le moins de transformations possible. On est proche hein, de la définition juridique, mais là donc c'était des travaux réalisés là aussi sur la perception des consommateurs du produit naturel. Le produit perçu comme authentique a également été étudié par Sandra Camus et elle en a dégagé 3 dimensions. L'origine du produit, sa singularité et la projection des valeurs du consommateur dans le produit. Nous y reviendrons. Aurier et Al, en 2005, eux, ont travaillé sur la perception du produit du terroir dans l'esprit des consommateurs et non plus le produit du terroir vu par les experts et les professionnels et en ont tiré 7 dimensions. Alors c'est une étude qui est restée au stade qualitatif, ce qui est à mon sens bien dommage. Mais qui apporte quand même des éléments extrêmement intéressants et que l'on va retrouver dans nos résultats. Donc ils ont dégagé 7 dimensions, mais malgré tout, dans tous ces travaux antérieurs, nous n'avons pas trouvé de définition précise d'un mode de fabrication artisanale. Il est le plus souvent opposé, bien évidemment, au mode de fabrication industrielle, mais sans plus de précision. Donc nous nous sommes donc attachés à essayer de définir ce mode de production dans l'esprit des consommateurs. Donc pour bien comprendre où se situe la limite, le mode de production s'arrête avant la conservation. Hein, c'est vraiment le processus qui va de la réception des matières premières aux différents traitements inhérents à la création d'un produit alimentaire transformé. Donc pour essayer de faire émerger des critères, des critères saillants, nous avons utilisé le concept des représentations mentales empruntées à la psychologie cognitive et qui nous permet en marketing de mieux comprendre le rejet ou l'acceptation par les individus de certains aliments. Et donc les représentations mentales sont l'ensemble des croyances
permettant à un individu de mieux comprendre son environnement, c'est-à-dire en fait toutes les associations que le consommateur va réaliser sur un produit ou sur une catégorie de produits, et ce qu'il considère comme acceptable ou ce qui au contraire apparaît vraiment trop éloigné de ses schémas mentaux. C'est d'autant plus important dans l'alimentaire que les individus achètent les produits alimentaires non pas seulement pour se nourrir, ce qui a été dit en introduction, mais également pour ce qu'ils représentent. Et donc les représentations mentales partagent le plus souvent un construit commun à des individus issus d'une même culture ou issus d'une même société. On se fait une représentation de ce qui est bon, pas bon, sain, malsain. Et ça peut dépendre des cultures. Mohamed Merji on avait étudié notamment la représentation de la consommation du lapin. Et en fait, il s'était aperçu, au travers de son étude, que si le lapin, pendant très longtemps, a été une représentation du mangeable, du comestible, était en train de passer, chez certains consommateurs, à une représentation du non comestible. Une des explications était que le lapin, certains enfants en ont eu quand ils étaient petits, et que du coup, manger son animal de compagnie, ça ne le faisait pas forcément. Donc le lapin était en train de changer de représentation, et ce qui posait beaucoup de problèmes à la filière. Donc les éléments les plus stables d'une représentation constituent son noyau central et sont en général des éléments stéréotypés. Et donc, selon nous, le contexte actuel est favorable à l'émergence d'une représentation du mode de fabrication du produit. Donc, un rapide rappel, vous le savez, j'imagine, le consommateur est aujourd'hui plutôt méfiant, inquiet. Alors, les sociologues de l'alimentation, mais aussi des marketeurs, se sont intéressés à la question. Multiplication des plats cuisinés, apparition des aliments santé, absence de saisonnalité des aliments, tout ça a eu pour conséquence de déstabiliser le consommateur et en fait d'accentuer la séparation entre les individus et le système de production. En fait, les individus ignorent aujourd'hui pratiquement totalement la manière dont sont fabriqués les produits. Sachant que les industries ont aussi accentué le phénomène en cultivant un petit peu le secret sur la fabrication. On ne voit nulle part, bien évidemment, une publicité sur l'abattage d'un bœuf pour vous présenter une entrecôte. C'est moins appétissant, bien évidemment. Donc tout ceci a, selon les sociologues de l'alimentation, contribué à faire que les individus n'ont plus réussi à catégoriser les aliments. Les individus, nous catégorisons chaque chose, c'est-à-dire que c'est un processus qui permet à un élément nouveau d'être réapproprié, réintégré et surtout de se rattacher à un univers de pensée préexistant. Et cette catégorisation est devenue plus délicate. Un sociologue disait, mais où catégoriser les cordons bleus à l'époque, d'accord ? Voilà, donc ces sociologues ont vraiment mis en évidence une séparation entre les individus et le système de production, sachant que dès 1994, Lambert a réalisé une étude et qui nous a permis d'apporter quelques éclairages, notamment que la connaissance la provenance du produit était souvent citée comme un élément rassurant. Déjà, selon lui, le système de représentation se faisait en fonction de deux univers. L'univers du comestible, où les individus rattachaient des aliments qui venaient du secteur primaire agricole, les œufs, le lait, le fromage, et l'univers du non comestible, où là, les consommateurs, les individus, intégraient tous les produits issus du secteur industriel. Donc tout ceci nous a bien évidemment amené à
nous dire qu'il y avait vraiment un terrain propice à l'existence d'une représentation du mode de production du produit, permettant à l'individu de se rassurer sur la provenance du produit qu'il ingère. Donc, en termes de méthodologie de recherche et rapidement, il y a eu deux grandes phases. Donc une phase de type exploratoire et qualitative, où là, il s'agissait juste de vérifier s'il y avait une existence d'une telle représentation, sans aucun critère quantitatif. Et après, nous sommes passés à un critère beaucoup plus quantitatif afin de dégager des éléments significatifs de cette représentation. Alors notre terrain qualitatif a été entrepris sur 3 villes, Paris, Toulouse, Dijon, sur 15 individus, donc c'est vraiment du qualitatif, au travers d'entretiens semi-directifs qui ont en général duré 45 minutes. Donc l'analyse approfondie des verbatims nous a permis de révéler un certain nombre de préoccupations relatives à la manière dont le produit était fabriqué. La première d'entre elles, donc l'importance accordée à l'origine du produit alimentaire. En fait, la moitié de nos enquêtés nous ont dit lire les étiquettes. Donc ce qui semble révéler vraiment une attente en matière d'information sur l'origine du produit. Un lieu, une région, un label même donne une identité au produit et ont rassuré nos répondants. A l'inverse, chez certains, la seule indication Union européenne est à même de créer de l'incertitude quant à l'origine du produit. Donc la connaissance de la provenance exacte s'est avérée, de la provenance du produit, s'est avérée être un élément rassurant, comme ce qui avait déjà été montré 10 ans auparavant. De la même manière, certains verbatims mettent l'accent sur l'existence de modes de production dont la distinction tiendrait à la quantité d'ajout ou de degré de transformation. Les produits issus de l'industrie agroalimentaire sont constitués d'ingrédients qui sont qui sont perçus comme des corps étrangers. Il y a des mots, ça me rebute, on ne comprend pas trop. Bon. Malgré tout, le consommateur accepte un petit arrangement. On accepte un petit conservateur. Alors bon, il ne faut pas y voir là une contradiction. Comme Kaufmann le précise dans son ouvrage Cuisine, casserole et crise en 2005, en fait Kaufmann justifie ces petits arrangements dans les comportements parce que les individus adaptent leur comportement qui vont parfois à l'opposé des principes qu'ils énoncent. Donc, ils font, pour éviter ce qu'on appelle une dissonance cognitive, ils se font quelques petits arrangements. Donc, on accepte un petit conservateur, parce qu'il en faut bien un quand même. Au travers des verbatims suivants, on s'aperçoit que la dimension humaine recrée du lien entre l'individu et le produit. De la main de l'homme, on va accepter les irrégularités de la nature, et en fait, ces irrégularités deviennent un gage d'authenticité. On recherche une affectivité, ce qui permet à l'individu d'identifier l'aliment, et on retrouve bien là des caractéristiques symboliques et affectives qui avaient été perdues pour un produit industriel. Donc le packaging, c'est le faire lier au producteur. Le produit artisanal est donc rattaché à une région. On voit bien ce lien qui apparaît, et il est là aussi, la région devient créateur d'identité pour le produit. À l'opposé, donc les industries agroalimentaires vont fabriquer des produits, on m'a dit des produits sans amour, qui sont donc une fabrication à la chaîne, avec des goûts identiques, un manque de saveur. Et déjà Grevet du Buquet, dans sa thèse en 2005, avait montré que les individus associent l'absence de goût à l'idée d'une nature maîtrisée par l'homme et soumise à des impératifs de productivité. Donc là encore, on a l'impression que seule une petite production est à même de produire des aliments au goût unique.
Et donc on le voit bien dans les verbatims suivants, puisque, à l'inverse, on nous dit qu'un produit artisanal, il doit rester en petite quantité. C'est forcément un produit en petite quantité. Il y a aussi une association à du fait maison. Hein, on retrouve donc des liens avec la famille, avec le passé. On est là dans une forme de nostalgie de la campagne et du terroir, et vraiment un passé qui est idéalisé. Dans le passé, tout était meilleur. Enfin, le goût. Le goût des produits est souvent associé à la recherche de plaisir. Il est aussi associé à la qualité des aliments et des ingrédients, et de nouveau à l'existence d'ajouts. Alors ce qui a été intéressant ici, c'est qu'on s'aperçoit que certains individus vont se réapproprier des plats industriels, des plats cuisinés, en les retravaillant. Je rajoute du sel, etc. Je les retravaille. Donc, en les retravaillant, ils mettent leur signature. Ils recréent quelque part une certaine identité au produit pour lui donner donc un goût convenable, acceptable. Et ils lui permettent donc d'être ingérés. Ce qui a été aussi intéressant, c'est que ces verbatims vont un petit peu à l'opposé d'une étude datant de 1997, qui avait été une étude comparative entre la France et l'Allemagne, où en fait l'auteur disait que les caractères en France, appétissants, savoureux, naturels d'un produit, étaient intimement liés. Selon lui, les Français, si le produit n'était pas beau, ça voulait dire que le produit n'était pas bon. À l'époque, donc en Allemagne, les Allemands disaient s'il n'est pas bon, il peut être s'il n'est pas beau, il peut être très bon. Et il se trouve là que nos verbatims mettent en évidence qu'un aliment moche, rabougri, nous a-t-on dit, biscornu, est plutôt un gage de goût et de saveur. Donc peut-être que les mentalités auraient pu évoluer en une douzaine d'années. Donc tout ça nous a permis de valider l'hypothèse de l'existence d'une représentation mentale du mode de production du produit alimentaire. Donc nous avons souhaité bien évidemment aller plus loin, et en termes de méthodologie, donc, nous avons privilégié une approche quantitative pour dégager des critères saillants de cette représentation. Donc une première phase exploratoire où nous avons interrogé 450 individus via des questionnaires en ligne, donc en les faisant tourner aléatoirement. Donc il y avait 6 questionnaires différents sur donc 3 marques de confiture et 3 marques de biscuits. Donc nous avons fait des analyses en composantes principales et nous sommes arrivés à une première épuration de 11 items. Donc dans une deuxième phase, une phase dite confirmatoire, nous avons interrogé d'autres individus, 211 individus, en face à face, et nous sommes arrivés à une épuration finale à 6 items, avec une variance totale assez correcte de 70%. Donc voilà nos résultats avec des poids factoriels qui sont là aussi satisfaisants. Donc nos résultats nous permettent de dire que la fabrication artisanale est une fabrication qui implique un processus de production où la main de l'homme est importante, qui aboutit à des produits non standardisés et qui se rapproche du fait maison. Donc c'est vraiment une production qui trouve ses racines dans un véritable savoir-faire régional, qui aboutit à des produits authentiques, singuliers, qui ont une origine, et dans lequel le consommateur retrouverait ses valeurs et plus généralement du sens. Donc c'est vraiment des produits ancrés dans l'espace et dans le temps. On retrouve le travail de l'homme, la patte de l'artisan, et c'est ainsi que l'individu a l'impression de connaître, ou tout du moins de deviner, les secrets de fabrication du produit, et qui, du coup, c'est un produit qui n'est plus alors source d'incertitude. Autant dire que, quand même, cette représentation d'une fabrication artisanale est une représentation idéalisée. On achète un produit artisanal, c'est pour acheter une part du lieu,
c'est pour acheter aussi une part de rêve d'une autre vie. Hein. On le retrouve d'ailleurs en tourisme culinaire. Mais ça permet donc aux produits de revéhiculer des symboles porteurs de signification. Donc cette première partie étant faite, il nous restait à répondre à notre question, à savoir, bon, ben, quand une marque industrielle utilise les ressorts de la fabrication artisanale, quelles sont les conséquences sur la perception du goût par les individus. Donc, le contexte est que le marché est extrêmement concurrentiel, hein, vous le savez, que les marques, chaque année, enrichissent un petit peu plus nos linéaires de supermarchés et privilégient les stratégies d'extension de marque, c'est-à-dire apposer la marque existante sur une nouvelle catégorie de produits afin de permettre aux consommateurs de reconnaître rapidement le nouveau produit qui vient de sortir. Et ces stratégies d'extension de marque peuvent échouer, hein, c'est arrivé, mais peuvent aussi réussir et, dans l'esprit des consommateurs, donner des informations sur un mode de fabrication artisanale peut favoriser des associations spécifiques à la marque et du coup contribuer à la réussite d'une stratégie d'extension de marque. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'un des objets de notre étude a été un produit d'une extension de marque récente. Donc peut-être un rapide rappel sur l'état des connaissances en marketing concernant l'influence du goût via des stimuli. Donc bien évidemment, vous le savez qu'il y a des stimuli sensoriels qui viennent dans le jugement global du goût d'un produit. On sait aujourd'hui que la dimension visuelle a une grande importance dans l'évaluation du goût d'un produit. On sait aussi que la couleur des aliments permet d'identifier le parfum d'un aliment et d'inférer son goût. Par exemple, un gâteau plus foncé est perçu comme plus chocolaté. Hein, donc c'était une expérience faite aux États-Unis. La couleur d'un jus de fruits affecte sa douceur perçue, pareillement. Et on sait, par exemple, une des expériences faites par le Comité des arts de la table en 2005 sur de la soupe, cette expérience portait sur les contenants. Et là aussi, la couleur du contenant peut venir influencer la perception du goût. Et d'ailleurs, les œnologues le savent bien, quand on leur met un vin dans un verre de couleur noire, opaque, ils ont beaucoup plus de mal à identifier le vin. Donc, des stimuli sensoriels, bien évidemment, et aussi des stimuli dits, dans notre jargon de marketeur, des stimuli épistémiques. Alors, ce sont tout simplement les stimuli issus de l'information, alors comme le prix, la marque, le label, les allégations nutritionnelles. Donc, tout un tas de stimuli qui permettent aux individus qui, quand ils sont dans des situations de choix en magasin, ne peuvent pas goûter les aliments, donc qui permettent aux individus d'inférer, encore une fois, à partir d'un seul stimulus, un certain nombre d'autres attributs sur la qualité du produit, dont le goût. Donc des recherches sur ces stimuli épistémiques, alors des recherches relativement récentes, parce que en fait le goût a été tardivement étudié en marketing. On sait aujourd'hui que les labels ont une incidence mince sur l'évaluation hédonique d'un produit. Donc l'expérience avait été réalisée sur des légumes bio et sur de la viande de porc. En France, Ciré et Sanchou ont étudié l'importance du poids de l'information sur la perception du goût du produit, au travers d'une expérience sur des pâtés. Et plus récemment encore, on sait aujourd'hui que la marque a une influence sur l'évaluation globale du goût du produit. Donc là, aujourd'hui, le neuromarketing nous en a apporté la preuve. C'est bien évidemment la fameuse expérience Coca-Cola Pepsi, vérifiée par IRM, où vous faites déguster à l'aveugle des gens, donc des personnes vont déguster Coca-Cola et Pepsi à l'aveugle, sans connaître la marque. Ils vous disent tous qu'ils préfèrent Pepsi, et dès qu'on leur montre la marque,
eh bien, ils disent préférer Coca-Cola. Donc, au niveau de l'activation des zones du cerveau, ça s'est vérifié, c'est-à-dire qu'à l'aveugle, c'est le putamen qui est activé, la zone du plaisir, et dès que la marque est proposée, donc, est montrée aux répondants, eh bien là, c'est la zone de la conscience et de la mémoire qui est activée et qui vraiment va influencer les réponses. Ce qui nous amène vraiment à dire, notamment aux industriels, quand ils font des tests, de faire des tests à l'aveugle, soit, mais aussi de mettre à un moment donné le nom de la marque. Parce que ça a vraiment une incidence et nous y reviendrons un petit peu plus tard. Donc pour revenir à notre question de départ, nous avons entrepris une expérimentation. Alors ça a l'air sympathique comme ça, les expérimentations sur le goût, mais une fois qu'on y est, quand même, c'est un petit peu plus lourd à assumer. Donc, parce qu'on doit faire goûter, bien évidemment, un certain nombre d'individus. Alors nous avons choisi deux types de produits, confiture de fraises et crème au chocolat. Confiture de fraises, nous avons pris la marque Bonne Maman, une marque artisanale de confiture de fraises, à savoir une marque d'abbaye, et la marque de confiture de fraises Reflet de France, une marque de distributeur. Pour les crèmes au chocolat, nous avons choisi la crème Carrefour, une crème artisanale, donc fromagerie de Saunière, qui est une petite fromagerie des environs de Dijon, et l'extension de marque à l'époque qui venait de sortir, donc les crèmes au chocolat Bonne Maman. Donc on a fait cette expérience sur 211 individus, interrogés 2 fois à 1 semaine d'intervalle. Vous allez comprendre pourquoi. Donc sur une confiture et une crème, avec donc une proportion d'hommes et de femmes relativement correcte. Alors, pour les détails de l'expérimentation, donc dans une première phase, on a fait déguster une marque artisanale et une marque industrielle, donc c'était Bonne Maman ou la marque d'abbaye. On a fait déguster les individus à l'aveugle. On leur a demandé de juger sur un plan strictement hédonique, puisque je ne suis qu'en marketing, le goût du produit. Dans une deuxième phase, on leur a refait déguster les produits, mais cette fois-ci avec des informations sur le produit. Attention, pas la marque, juste des informations. Donc ils avaient une plaquette donc, sur la fabrication artisanale du produit quand il s'agissait d'une marque artisanale. Et alors, pour rester un petit peu dans les réalités du marché, il était hors de question pour nous de mettre en avant une fabrication industrielle. Elle n'est pas mise en avant par les marques, ça ne sert à rien. Donc, il fallait trouver un moyen de contrebalancer le mode de fabrication artisanale. Alors, tout simplement, nous avons repris une partie des argumentaires de la marque Bonne Maman, qui, sur ses crèmes, met ce texte-là. Voilà. On ne pouvait pas parler, mettre en avant la fabrication industrielle. Ça n'aurait pas eu de sens et pas de réalité véritable. Donc, on aboutit au final avec 2 types de discours. Ce que je vais appeler après un discours qui pourra être un petit peu modéré dans ses propos en ce qui concerne la fabrication industrielle. Enfin, dans un deuxième, une semaine plus tard, on a retrouvé les 211 individus. Alors pourquoi une semaine plus tard? Pour permettre d'effacer de la mémoire des répondants le souvenir de la première expérience. Donc on leur a demandé cette fois-ci de déguster un produit. Donc là c'était une confiture et une crème au chocolat, mais cette fois-ci avec la marque et avec les informations. Alors informations qui pouvaient être soit cohérentes, c'est-à-dire un individu pouvait déguster un produit artisanal avec la plaquette d'information sur le mode de fabrication artisanale, mais aussi il pouvait très bien déguster cette même marque artisanale avec un mode de fabrication industriel, avec la plaquette d'information que l'on a vue précédemment. D'accord ? Donc j'ai créé des situations parfois cohérentes et parfois un petit peu incohérentes. C'est-à-dire, pour Bonne Maman, un individu pouvait très bien avoir la plaquette
que nous avons vues précédemment, à savoir celle-ci, pour bonne maman. Voilà. Et vice-versa. Voilà, donc ce qui nous a permis d'avoir un plan factoriel en 6 situations. Alors, bien évidemment, et très rapidement, on s'est aperçu que nos résultats ont permis de ressouligner, si besoin était, que la présence de la marque améliore le goût perçu des produits. Ça, c'était sans surprise aucune. Mais ça les augmente quand même de manière conséquente. Ce qui nous a aussi intéressé, c'est on a posé la question aux répondants, on leur a demandé, aux individus, on leur a demandé, bah, écoutez, quel est, selon vous, comment vous représentez les marques et les produits qu'on vous propose. Donc, bien évidemment, j'avais repris les 6 critères que nous avons définis tout à l'heure, je vous ai présenté tout à l'heure, sur la représentation artisanale ou industrielle du produit. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la confiture Reflet de France est perçue plutôt comme une marque artisanale. Alors, les marques de distributeurs, type Reflet de France, ont des positionnements terroirs et ces marques de distributeurs ont vraiment aujourd'hui acquis des titres de noblesse, sont considérées comme des marques à part entière, des concurrents extrêmement sérieux pour les marques industrielles, parce que justement, elles ont un positionnement terroir qui leur permet en plus de proposer une gamme extrêmement large de produits, hein, notamment pour Reflet de France. Après, donc, sans surprise, hein, on voit que la crème Carrefour n'est pas forcément considérée comme une marque artisanale. Donc, notre modèle de recherche a été le suivant. Nous avons fait des régressions linéaires pour pouvoir déterminer si la cohérence perçue entre le texte sur la fabrication du produit et la marque était perçue donc comme cohérent et avait une influence sur le goût. Donc là, le sens de la relation est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus la marque et le discours sont perçus comme cohérents avec un mode de fabrication industriel, moins le goût sera bien évalué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à contrario, une relative incohérence dans l'information pourrait aboutir à une meilleure évaluation du goût. C'est pas moi qui l'invente, c'est une vérification de ce qu'on appelle la théorie de Mandler, où effectivement certains marketeurs ont remarqué qu'en mettant des touches d'incohérence dans de l'information vis-à-vis d'un produit, eh bien les consommateurs avaient tendance à mieux évaluer le produit que dans une situation de cohérence normale. Donc on va voir malgré tout que ce résultat n'est pas si important que ça, tout simplement parce qu'on s'est demandé quelle était la part dans ces résultats d'influence du capital de marque. Alors le capital de marque, hein, c'est l'image de marque, c'est toutes les associations mentales liées à la marque. Et donc nous avons intégré dans notre modèle le capital de marque, qui en marketing se mesure. Hein. Il y a un certain nombre d'échelles et donc nous en avons choisi une qui a été vérifiée et qui est fiable. Et on s'est aperçu que donc, le capital de marque avait une influence importante, avait une relative influence sur le goût perçu du produit, hein, au travers là aussi de régressions linéaires. Donc ce qui nous fait dire que les associations symboliques à la marque sont importantes et peuvent être constitutives d'un capital de marque. Nous avons du coup déterminé des scores de capital de marque en fonction des informations qui avaient été données sur le mode de fabrication. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, les confitures, la confiture d'abbaye et la crème de ferme de Saunière, qui étaient complètement inconnues de la plupart des répondants. J'ai dû avoir 1% de répondants qui m'ont dit connaître
la crème ferme de Saunière et 0% pour la crème d'abbaye, puisqu'en plus elle ne venait pas de la région dans laquelle j'ai fait mon test. Donc personne ne les connaissait. Mais malgré tout, on s'aperçoit que ces marques inconnues ont des scores de capital de marque relativement élevés. Donc, ce qui nous permettra de faire certaines conclusions. Enfin, pour finir, on a travaillé donc sur l'influence du capital de marque en tant que variable modératrice de la relation cohérence-goût perçu. Variable modératrice donc, qui viendrait modérer la relation que nous avions établie tout à l'heure, et on s'aperçoit effectivement qu'elle modère. Elle modère d'autant plus qu'on arrive aux conclusions suivantes. Quand vous avez un capital, mais j'en reparlerai dans la conclusion, quand vous avez un capital de marque élevé pour une marque, en fait, le fait que l'information soit un petit peu incohérente n'aura pas d'effet très positif, n'augmentera pas l'effet positif. L'effet positif sera diminué sur le goût perçu. A l'inverse, quand vous avez un capital de marque faible, on s'aperçoit que l'incohérence modérée des discours sur le goût perçu peut avoir une influence positive. Pour terminer, sur ces considérations un petit peu techniques et statistiques, en fait, quand on étudie le modèle dans son ensemble, on s'aperçoit que les relations significatives du modèle, il n'y en a que deux, à savoir le capital de marque et son influence sur le goût perçu, et les représentations mentales sur le goût perçu. La cohérence ou l'incohérence modérée d'un discours n'apparaît plus. Ce qui veut dire que c'est en fait le capital de marque, les associations liées à la marque prennent le pas sur un discours qui serait un petit peu incohérent et qui, dans les recherches précédentes, avait montré que ça pouvait améliorer le goût perçu d'un produit. Donc en conclusion, nous pensons vraiment que le mode de fabrication, la fabrication artisanale du produit peut être une source de différenciation et de création de liens avec le consommateur. Ça peut être un moyen pour une entreprise de créer une véritable image de marque distincte de ses concurrents. Il y a une symbolique dans l'artisanal qui n'est pas dénuée d'intérêt, et en fait, des jeunes marques ou des petites PME désireuses de pénétrer ce marché encombré qu'est l'agroalimentaire, on pourrait avoir intérêt à mettre en avant leur fabrication, la fabrication artisanale qui, encore une fois, permet un ancrage régional, en ça constitue un levier intéressant. Donc, c'est un moyen de créer du capital de marque, je le disais. Les scores obtenus sur ces marques artisanales inconnues de nos répondants en sont la preuve, et ça tend à dire que la fabrication, l'information sur la fabrication a favorisé l'augmentation du score de capital de marque en faisant émerger des associations positives. Donc, quid pour une marque industrielle? Est-ce que donc une marque industrielle a intérêt à évoquer l'artisanal? Alors, la réponse ne sera pas catégorique, mais c'est vrai que nos résultats ont montré que ça pouvait être possible dans certains cas. Et je m'en explique. Certaines marques peuvent communiquer sur une fabrication artisanale, mais même si ce n'est pas la stricte vérité. Mais attention, selon nous, chaque marque a ce qu'on appelle un territoire de marque. Et c'est vrai que la marque Bonne Maman ou encore la marque Reflet de France ont un territoire qui permettent, qui autorise un discours axé sur l'artisanal. La marque Bonne Maman a eu un positionnement qui est resté identique depuis son lancement, et elle peut s'autoriser aujourd'hui, elle peut continuer à rester sur ce positionnement de tradition parce que la cohérence symbolique ou conceptuelle entre la marque et son extension ici a été respectée. Malgré tout, ce qu'on observe, c'est que donc les marques ont un avantage, on va dire les marques
nationales ont un avantage sur les marques qui voudraient pénétrer le marché, parce que le capital de marque, en influençant le goût, on s'est aperçu que les individus, en fait, ne se réfèrent qu'à la marque, tronquent les informations qui leur sont données et établissent leur jugement gustatif sur le seul capital de marque. Donc, si vraiment certaines marques veulent communiquer sur la fabrication artisanale du produit, on ne peut que leur conseiller de travailler sur un message simple, puisque nous avons vu que les éléments stéréotypés des représentations que nous avons mis au jour étaient assez simples et assez peu nombreuses au final. Donc un message le plus simple possible. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que le message, ou en tout cas l'association que le consommateur fera entre la fabrication artisanale et la marque, pourra se transmettre en fait aux autres produits de la gamme, pourra contaminer les autres produits de la gamme, donc au travers de stratégies d'extension de marque dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, je suis désolée, j'ai débordé, je m'en doutais, et je vous prie de m'en excuser. Je vous remercie de votre attention.